dans La tête aux pieds, le podcast qui explore la relation entre le corps et l'esprit. Je m'appelle Adrien Mater, auteur du livre « Le yoga pour les hommes ». Je suis également formateur et enseignant en yoga et en pilates. Seul ou avec mes invités, je vous donne rendez-vous chaque dimanche pour explorer la façon dont le travail du corps peut influencer de manière positive notre posture physique et mentale, nos relations, mais aussi la société dans son ensemble. J'ai été interrogé par un employé du recensement. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. Alors vous allez me dire, mais que vient faire un tueur en série cannibale dans La tête aux pieds ? Eh bien, c'est parce que c'est une grande source d'inspiration dans mon travail, et je vais vous expliquer pourquoi. La vision que les films ont donnée de lui me semble un peu limitée. Une série lui a été consacrée, et si je devais donner un avis réfléchi et mesuré sur ses qualités, je dirais que c'est de la grosse merde, malgré la présence de Mads Mikkelsen et de Laurence Fishburne. Même le dernier livre publié, Hannibal Lecter, Les origines du mal, ressemble plus à l'exploitation commerciale maladroite d'une franchise à succès qu'à une œuvre authentique. C'est en revenant aux 3 premiers livres de la série, Dragon Rouge, Le silence des agneaux et Hannibal, la vraie histoire d'Hannibal Lecter qu'on rencontre vraiment le personnage et qu'on peut comprendre ce qu'il peut nous apporter. Si vous n'avez jamais rien lu ni regardé à propos d'Hannibal, je plante le décor rapidement. Mais attention, je vais divulgacher ou spoiler certains éléments. Pour faire simple, Hannibal Lecter est un psychiatre de Baltimore qui finit par être arrêté pour une série de meurtres particulièrement horribles. Malgré son incarcération, ses talents sont tels qu'il continue à être consulté par des confrères ou des revues médicales sur certains sujets. Le FBI fait appel à lui pour arrêter un autre tueur en série, et il profite de l'enquête pour s'échapper. Entre Dragon Rouge et Hannibal, le premier et le 3e livre, il connaît une véritable évolution. Certes, il tue. Parfois des innocents, c'est indéniable. Mais la plupart de ses victimes se distinguent par leur mauvais goût, comme Benjamin Raspail, soliste maladroit de l'opéra de Baltimore dans Le silence des agneaux, ou carrément par leur malfaisance, comme Mason Verger et ses hommes de main sardes dans Hannibal. S'ils finissent sous sa lame ou dans son assiette, c'est que, de son point de vue du moins, ils l'ont un peu cherché. D'ailleurs, lorsqu'il va bien, il tue peu, ou pas. C'est lorsqu'on l'embête ou qu'on l'agace que les choses se gâtent. Il se montre aussi tout à fait capable de tisser des liens d'estime, d'amitié, voire d'amour, avec Clarice Starling, l'enquêtrice du FBI sur laquelle repose une grande partie de l'intrigue, Margot Verger, la sœur du méchant susnommé, ou bien Barney Matthews, qui est chargé de sa surveillance lors de son enfermement à l'asile. Thomas Harris, le créateur du personnage, suggère que les tueurs dépeints dans ses livres ne sont pas nés ainsi, mais ont plutôt été façonnés par la vie, et notamment par leur enfance. Francis Dolarhyde, le Dragon Rouge, a été victime des sévices infligés par sa grand-mère. James Gumb, le Buffalo Bill du silence des agneaux, est un puits de souffrance encore plus profond que celui dans lequel il retient ses victimes. Si Hannibal est devenu cannibale, c'est parce que des soldats russes qui traversaient sa Lettonie natale l'ont forcé à manger un bouillon, confectionné avec les os de sa sœur. Forcément, ça laisse des traces. Ça n'excuse pas qu'il fasse la même chose à d'autres, mais ça explique quand même un peu. Bon, mais où est-ce que je veux en venir avec tout ça ? Eh bien, une fois la dimension macabre et sensationnelle du personnage d'Hannibal mise de côté, on découvre ce qui peut vraiment nous être utile. Hannibal a une sensorialité hors du commun, qui me fait beaucoup penser au tantra lorsque je lis et relis ses aventures. On peut dire qu'il sait savourer la vie. C'est bien entendu un gourmet. S'il tue les gens pour les manger, il a au moins la décence de les cuisiner avec raffinement. C'est un lecteur assidu du dictionnaire de cuisine d'Alexandre Dumas, et avant son arrestation, il donnait des dîners prisés par la bonne société de Baltimore. Les convives, qui ne savaient pas d'où venait la viande, dégustaient les plats dans de la vaisselle raffinée, accompagnés par de grands crus choisis avec soin et servis dans le cristal le plus précieux. Il s'agissait non pas de sophistication pompeuse, mais de l'expression du goût pour les belles choses. C'est intéressant, car Thomas Harris oppose à Hannibal des hommes souvent brutaux, frustres, vulgaires, notamment Paul Krendler, un politicien ripou et bas du front, qui utilise la traque d'Hannibal pour son bénéfice personnel, et qui déclare qu'il a toujours cru qu'Hannibal était, je cite, une pédale, à cause de son côté prout-prout. Harris présente par petites touches ce que la masculinité peut avoir de plus minable et toxique. Ça contribue à rendre Hannibal sympathique, puisqu'au moins il est misanthrope, mais pas misogyne. Pour la petite histoire,
Lecter finit par manger le cerveau de Paul Chandler. Enfin, certains morceaux, les plus goûteux. Oui, on est dans la matière, on est dans le vivant, c'est la tête aux pieds. Hannibal est amateur de musique classique, dont il est fin connaisseur. Ça explique sûrement pourquoi il a débité le pauvre Raspail en morceaux, parce qu'il lui avait un peu agacé les oreilles. Hannibal aime également la mode, notamment féminine. À plusieurs reprises, il complimente des femmes sur leur choix vestimentaire, appréciant la qualité de la coupe et du tissu ou l'association des coloris. Et puis, il passe un moment d'extase olfactive à Florence, dans la célèbre boutique de cosmétiques de Santa Maria Novella, à savourer l'odeur des parfums et des savons. Il y passe un moment qui semble infini, tant il est capable de goûter chaque fragrance, chaque nuance, et de s'en délecter jusqu'à défaillir. Hannibal vit dans l'empire des sens. Ils le nourrissent et le rendent libre. Du temps de sa captivité, même harnaché dans sa cellule, son célèbre masque sur le visage, il n'est pas prisonnier. Il capte les sons, les effluves qui l'entourent, en apprécie les reliefs et les textures. Son rapport à la sensorialité fait de lui un être inenfermable en quelque sorte. Même en prison, il est toujours lié à l'extérieur. Mais lorsqu'il s'ennuie, lorsque des psychiatres essaient de l'étudier lors de sa captivité par exemple, il se rend dans son palais intérieur. Il a façonné son esprit selon une pratique médiévale, qui lui permet d'arpenter des couloirs et des pièces qui contiennent tous ses souvenirs. Au lieu de répondre à de pénibles interrogatoires, il admire mentalement l'étoile de Jéricho par exemple, jusqu'à ce que ses visiteurs le quittent, déroutés par son mutisme. C'est en cela que Lecter est fascinant. Chez lui, il n'y a pas de barrière entre l'intérieur et l'extérieur, ni entre l'humain et l'animal d'ailleurs. À la fin du Silence des agneaux, il s'échappe donc. Après avoir regagné sa liberté, on le retrouve à Florence. Sous une nouvelle identité, il brigue le poste de conservateur du musée du Palazzo Vecchio. On comprend qu'il a aidé son malheureux prédécesseur à disparaître, l'une de ses rares victimes après son évasion. Lecter est à l'aise dans la cité toscane. Il apprécie les arômes, les saveurs, l'architecture, les toiles et les manuscrits. Pour être admis au poste qu'il convoite, il doit mener une conférence sur Dante, et on le voit aussi à l'aise en italien moderne qu'en toscan médiéval. Il passe l'examen avec brio, mais il est malheureusement rattrapé par son passé. Alors qu'il vient de faire preuve de la plus haute sophistication intellectuelle, il affronte des fâcheux qui veulent le capturer pour le faire dévorer par des porcs. Il les a vus venir, lui qui lit les individus aussi clairement que les partitions. Hannibal les piège, les lacère, les éviscère même, avant de s'enfuir tranquillement, sans même que son pouls s'affole. Il est comme ça Hannibal, il est capable de faire des allers-retours entre le sauvage et le civilisé, sans que cela le perturbe plus que ça. Plus tard dans l'histoire, ses poursuivants arrivent à leur fin. Mais lorsque Lecter se retrouve dans l'enclos, face aux bêtes sélectionnées et élevées dans le seul but de le mettre au supplice, il ne se dégage de lui aucune peur, aucun dégoût. Et les animaux ne s'intéressent même pas à lui, parce qu'il leur est exactement semblable. Dans l'œuvre de Thomas Harris, il est souvent fait mention qu'Hannibal échappe à toutes les tentatives de le faire rentrer dans une boîte, qu'elle soit académique ou carcérale. C'est en cela qu'il peut nous inspirer. Personnellement, je préfère le tofu au foie humain. Mais le docteur Lecter possède une liberté portée par une sensorialité exacerbée, une sophistication éblouissante en même temps qu'une animalité impitoyable. Il semble lié à toutes les parties de lui-même, le corps et l'esprit parfaitement connectés. Pour le cœur, c'est un peu plus compliqué. Mais il y arrive, puisqu'il finit par guérir ses traumas et par s'installer à Buenos Aires avec Clarice Starling, qui elle aussi a fait pas mal de chemin au cours de leurs aventures. Ensemble, ils discutent dans 5 langues différentes, font l'amour tous les jours et vont à l'opéra. Il l'admire beaucoup. Mais parfois, quand il la regarde, il s'inquiète un peu et se demande si finalement, il n'a pas donné naissance à un monstre qui pourrait bien un jour le dévorer. Merci d'avoir écouté La Tête aux Pieds. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser plein d'étoiles sur Apple Podcast, à me suivre sur les réseaux et à en parler autour de vous. Pour pratiquer avec moi, rendez-vous sur mon site adrienmater.com. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine.